y a des chanteuses comme Mariah Carey, Whitney Houston, et ça, c'était ma tasse de thé, tu vois. Bon, mais la Torah dit qu'il ne faut pas écouter, donc t'écoutes pas. Ma femme, un jour, elle me dit, oui, il y a une nouvelle chanteuse, machin, extraordinaire. Je dis, arrête, je ne veux pas écouter. Salut à tous et bienvenue sur Torah Box. Aujourd'hui, on reçoit une véritable légende de la chanson française, Mordechai El-Koubi, plus connu sous le nom de Guy Mardel. Chanteur à succès, toutes les générations ont fredonné son tube N'avoue jamais. Mais ce qui est incroyable, c'est son parcours de Teshuva. Il va nous raconter son quotidien aux côtés d'immenses artistes de la chanson française, de Claude François à Johnny Hallyday, Charles Aznavour et j'en passe. Il va aussi nous expliquer comment il s'est retrouvé à produire un certain Michel Drucker. Mais pourtant, il va troquer les projecteurs pour les livres sacrés et se lancer un immense défi, celui de terminer l'étude du Talmud. Vous allez voir, son parcours est juste incroyable. Alors c'est parti tout de suite avec Guy Mardel. Ça fait vraiment plaisir de t'avoir avec nous, Guy. Moi aussi, ravi. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas, on va un peu faire un petit rappel de ton parcours. Guy Mardel, de ton vrai nom, Mordechai El-Koubi. Non, mon vrai nom, c'est Guy El-Koubi. Guy El-Koubi. Sur le passeport, c'est Guy El-Koubi. Ok. Mais quand j'ai fait la Mila, on m'appelait Mordechai. Donc j'étais Guy Mordechai El-Koubi sur le plan juif. Et quand j'ai commencé à chanter, j'ai eu une sorte de roi raccourci, mais qui n'était pas du tout ça. Mais disons que quand même, peut-être que l'âme, elle est toujours en rapport, même si quand tu es loin de la pratique. Elle existe. Elle existe. Donc c'est elle peut-être qui a pris le commandement de EM. Et j'ai dit, je vais faire une contraction de Guy, de Mordechai El-Koubi. Donc ça fait Mardoché El-Koubi, donc Mardel. Et je vais garder mon Guy, et donc ça fait Guy Mardel. Guy Mardel. Et j'ai trouvé ça comme ça, voilà. Magnifique. Donc quand on m'appelle Mardel, ben, on m'appelle quand même Mordechai El-Koubi. Et sinon, on m'appelle comme comment je t'appelle? Mordechai? Tu peux m'appeler. Moi, ici en Israël, tout le monde m'appelle Mordechai. Mordechai. Ouais. J'aime pas Mardoché, mais j'aime beaucoup Mordechai. Ah ouais? Ouais. Alors Mordechai, tu es né à Oran. Évidemment, tu as marqué les esprits comme compositeur, interprète. Ton tube, N'avoue jamais, est devenu un classique. Ce tube-là, c'est en 1965 où tu as participé à l'Eurovision. Tu vas représenter la France, pas moins que ça. Est-ce que tu peux nous raconter en quelques mots cette aventure? À l'époque, c'était très important l'Eurovision parce qu'il n'y avait qu'une seule chaîne de télévision en France, noir et blanc. Et donc c'était le passage imposé pour les gens qui voulaient regarder la télévision, qui était quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, tu as 3 millions de chaînes du monde entier. Tu passes à la télé, tu passes à la télé. Là, tu passes à la télé, tout le monde te voyait. Et la veille, j'étais pratiquement inconnu. Le lendemain, je ne pouvais plus marcher dans les rues de Paris, quoi. Je veux dire, c'était impressionnant. Après cette expérience magnifique, tu vas continuer ta carrière de chanteur et tu vas enchaîner une série de tournées, pas avec n'importe qui, avec Claude François. Bon, après, naturellement, dès qu'on a su que c'était moi qui représentais l'Eurovision, donc Paul Lederman, il me dit, tu peux pas... j'ai jamais touché un micro sur une scène. J'étais jamais monté sur scène. Et j'avais menti au patron de l'Eurovision en disant, mais parce qu'il voulait... La chanson était choisie, mais pas l'interprète. Et moi, j'ai dit, mais c'est moi l'interprète. Il me dit, mais non, on veut gagner, parce qu'il ne gagnait jamais. On veut gagner l'Eurovision cette année. Je lui dis, je vous assure que je serai dans les 3 premiers. Et j'étais tellement convaincant. Il me dit, mais vous avez fait de la scène? Je dis, mais bien sûr, moi, depuis l'âge de 10 ans, je suis sur les planches d'un machin, etc. Bon, Paul Lederman me dit, maintenant, tu pars en tournée avec Claude François tout de suite. Et donc, on a fait déjà 4 mois avant l'Eurovision, 4 mois de tournée avec Claude. Pas mal. J'ai appris beaucoup de choses. Ah, j'imagine. Ouais. Alors, comme si ton parcours n'était pas assez impressionnant, tu vas continuer, tu vas devenir producteur d'émissions. Juste avant, évidemment, si je ne me trompe pas, tu vas enchaîner les concours. Oui, parce qu'on te met des étiquettes. Donc, j'ai représenté la France à Rio, j'ai gagné. Et après, donc, ça m'a donné 2-3 ans de beaucoup de concerts à l'étranger. Et quand je suis revenu en France, plus personne ne savait qui était Guy Mardel, quoi, parce que les artistes étaient des artistes Kleenex. On les prenait, on les jetait. Et moi, je ne voulais pas qu'on me jette. Donc, et c'est là où déjà j'ai commencé à savoir qu'il fallait être indépendant et avoir une carrière personnelle et pas être tributaire des uns et des autres. Donc j'ai produit des émissions de télévision, notamment les premières avec Guy Lux, le samedi après-midi. J'ai enchaîné avec le début de la deuxième chaîne, avec des prime time où j'écrivais
les chansons, c'était des petites comédies musicales, notamment avec Annie Cordy, on a fait des trucs super. Et puis après, j'ai fait le sport en fait le dimanche après-midi de 14h à 18h, où Drucker était mon présentateur. Quoi, donc c'est toi qui l'as lancé, quoi. Non, il était connu parce qu'il était journaliste sportif. Et ensuite, donc, tu décides une autre expérience, encore une fois. Tu vas ouvrir un restaurant qui a marqué un peu. Ouais, alors, oui, toujours, c'était dans le même esprit. Moi j'étais toujours quelqu'un qui était chanteur et qui a voulu mettre son expérience de chanteur au service d'autre chose. Donc, au service de la télévision. Donc, j'étais producteur. Mais je n'étais pas producteur comme tous les autres producteurs de télé. C'est-à-dire que quand je choisis, je préférais une bonne chanson d'un inconnu plutôt qu'une mauvaise chanson d'Aznavour. Ça, tu ouais. vois. Et c'est ce qui a fait le succès des émissions que j'ai produites. Mon expérience de producteur était formidable, mais la scène me manquait. Et la scène, je ne pouvais plus en faire parce que je passais plus en radio, je passais plus en télé, parce que je faisais rien pour ça. Parce qu'on venait, France Dimanche voulait monter des opérations avec moi, le nouvel amour de X et Y, machin, etc. Alors ça, justement, une fois, refusé. On t'a posé la question, tu as dit pourquoi il n'est pas devenu une immense star, et toi, tu as répondu, les journalistes de France Dimanche venaient me voir, je voulais pas monter des coups, des faux scoops. Ouais. Je buvais pas d'alcool, donc j'étais pas trop dans le. Moi, j'étais pas dans le système. J'étais pas dans le système. Moi, je dépensais pas l'argent que je gagnais. J'ai acheté une maison, mais j'ai pas acheté de Lamborghini ou de Ferrari. Et voilà. Donc, j'étais un petit peu en marge du métier. Mais la scène me manquait. Alors, comme la scène me manquait, j'ai dit, puisque personne ne... Parce que pour faire de la scène, il faut faire de la radio. Donc, passer en radio. Et si tu passes pas en radio, tu passes pas en télé. Donc, si tu n'as pas de télé, tu fais pas de scène. Donc, c'était un circuit. Et j'ai dit, je vais monter un endroit où je vais faire mon spectacle. Le fameux Chorus. Et donc, j'ai monté le Chorus Café. J'ai chanté pendant 20 ans. Je crois que je suis le chanteur qui a chanté le plus dans sa vie, quoi. Parce que pendant 20 ans, j'ai chanté 1h30 tous les soirs. De 86 à 2006. Ouais. Jusqu'à que tu fasses ton alia. Jusqu'à ce que je fasse mon alia. Mais c'est là que les choses, le projet d'Hacham se matérialise parce que entre la fin de mes émissions avec Drucker et puis le début du Chorus, il y a une période un petit peu comme ça. J'ai divorcé de ma première femme, etc. Donc tout va en même temps, les contrôles fiscaux, les machins, etc. Tu vois. Et 85, fin 85, c'est le moment où les choses commencent à s'arranger, s'apaiser. Et je dis, voilà, si je fais ce restaurant, je vais prendre un associé, c'est Hachem. Alors, rappelle-nous ton niveau, au niveau de la religion. À quel niveau tu es? Parce que tu dis, je suis associé avec Hachem, on entend un juif religieux parler quand on parle comme ça. Est-ce que tu étais déjà à l'époque... Alors, regarde, j'ai toujours été dans une famille... croyante, religieuse traditionnaliste, puisque je viens d'Algérie, mais on faisait à la maison toutes les fêtes, on faisait Shabbat. Ma mère, elle priait devant la mezouza, elle s'adressait comme si c'était son copain à Rabbi Meir Baranès. Donc, et elle lui parlait. Donc, tu vois, c'était cette ambiance. C'était pas non plus étranger, quoi. Voilà. Donc, moi, j'ai toujours baigné là-dedans, mais je me considérais, aujourd'hui, je considère que cette époque-là, c'était une époque où j'étais complètement ignorant. Et ce n'était pas de ma faute. Parce que aujourd'hui, il y a Torah Box, il y a tout. Il y a les restaurants cachers, les épiceries cachères. Alors, on va revenir sur la conversation. À l'époque, il n'y avait rien. Donc s'il n'y avait rien, il n'y avait pas de cours, il n'y avait pas de Rav Citruc, il n'y avait rien. Alors c'était quoi le déclic, justement? C'est quoi, Alors le déclic, ça a été la première fois, j'ai voulu faire du ménage. Le premier ménage que tu fais, c'est à la maison. Donc j'ai dit, je change toutes les mezuzot. Et j'ai fait venir un Rav magnifique qui s'appelait Rabbi David Chetrit. Il me pose les mezuzot, et puis après, on reste dans le salon, on discute. Il me dit, tu te rases avec un rasoir comment? Je dis, moi, tu sais,
un gilet, je mets de la mousse, et puis comme tout le monde, il me dit assourd. Et il m'explique pourquoi c'est assourd et tout ça. Je dis bon, ok. Et on parle d'autre chose. Bon, et c'était très intéressant. Je pars au chorus et je fais tout ce que j'ai à faire. Et puis avant le spectacle, je vais dans les toilettes pour m'arranger, tu vois, avant que les gens viennent. Et donc je mets ma mousse et je me rase. Et au moment de prendre le rasoir dans la main, ma main paralysée. Ça bloque. Elle est carrément bloquée. Donc je fais le geste et je ne peux pas. Mais je ne réfléchis pas. Je dis bon, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai. J'espère que je vais pouvoir jouer du piano. Ouais. Et voilà. Tu ne fais pas le lien avec ce que... Pas du tout. Le lendemain matin, je me lève, je me réveille, je vais dans ma salle de bain, je fais le truc. La même chose. Et là, je repense à ce qu'il m'a dit. Je dis, OK, pas de problème. Je suis allé chez Darty, j'ai acheté un rasoir électrique. Un rasoir électrique. Et puis voilà, c'était le premier signe que j'ai eu, où j'ai dit, là, il faut peut-être maintenant changer les choses. J'ai pris tout de suite ça comme un signe. Et le deuxième signe, c'est que j'ai dit, maintenant, je vais peut-être commencer aussi à faire à apprendre à aller à des cours de Torah, mais je ne connaissais pas. J'ai dit, je vais prendre un petit peu, je vais voir. Et j'ai un très bon copain, Zazou, à Montmartre, je ne sais pas si tu connais. Et il vient au restaurant prendre un café avec moi avant le spectacle. Il me dit, le soir même où je dis, il faut que je trouve un cours, il me dit, je voudrais que tu viennes, je vais organiser un cours à la pizzeria, rue Montmartre, avec une bombe atomique, et je voudrais que tu viennes à ce cours. Et moi, je dis, c'est un truc d'Hachem, quoi, je veux dire. Donc je suis allé à ce cours, c'était le Rav Eman, qui commençait à peine, on était une dizaine. 6 mois après, il était au Faubourg Poissonnaire, on était 400. Et c'est un enseignement qui m'a hyper enrichi parce qu'il avait un côté logique, rigoureux, que j'aimais bien parce que j'avais fait du droit, donc j'étais un peu cartésien, etc. Donc ça me parlait. Et après, j'ai enchaîné le lundi soir avec Rav Citruc. Donc j'avais 2 cours dans la semaine, le lundi et le mercredi. C'était magnifique. Et puis voilà, donc ça a commencé comme ça. Tu t'es rapproché aussi de Rabbi David Pinto, si je ne me trompe pas à cette époque-là? Ouais, alors Rabbi David, c'est autre chose. Il était venu pour une Brit Mila au restaurant, et il m'avait fait une belle halakha. Et puis, quelques temps après, il a demandé à son secrétaire de m'appeler pour que j'aille le voir à son bureau, parce qu'il habitait Lyon à l'époque, donc il avait un bureau aussi dans le 9e. Et ça serait trop long de raconter l'histoire. Et il m'a dit quelque chose, il m'a dit voilà, il me dit tu vas bien? Je dis ouais, je vais bien. Il me dit non, tu vas pas bien. Alors je dis mais je fais bien. Il me dit non, ta neshama ne va pas bien, elle n'est pas contente, etc. Donc il me dit pourquoi elle n'est pas contente. Et quand je sors de là, je me dis bah, qu'est-ce que je fais? J'étudie. Si j'étudie et que je ne fais pas, et que j'applique pas, je suis un nul, quoi. C'est de la philosophie, ça veut rien dire. Et donc, si on me dit des choses, et il m'a donné une preuve, parce que c'était un truc de fou, et il faut que je fasse. Donc, j'ai fait ce qu'il a dit, et ça m'a coûté beaucoup, parce que c'était très dur à accepter de faire quelque chose qui n'est pas naturel. Et voilà, donc j'ai eu tout de suite après, parce que Hachem, quand tu commences à faire une teshuva, Hachem, il te répond très très vite, il y a des miracles, il y a des difficultés aussi, mais il y a des miracles. C'était très rapide, le coup du rasoir et le coup du cours, c'était déjà pas mal. Ouais, et puis ça s'est enchaîné avec Rabbi David, après, donc, et le fait que j'ai accepté ce que disait Rabbi David, quelques jours après, il y a eu mon fils qui a un accident de voiture avec un copain à lui. C'est un miracle. Lui n'a rien, son copain est passé au-dessus dans le tunnel. C'est à l'Alma où Diana s'était plantée. Son copain est passé au-dessus. Ils avaient fait une course
bon, c'est un truc de fou à 2 heures du matin. Et mon fils, ils ont été obligés de scier la voiture parce qu'ils ne pouvaient pas le sortir. Donc, Mais il a été miraculé. Miraculé parce qu'il n'a rien eu. Alors, les médecins pensaient qu'il y avait un traumatisme intérieur, des hémorragies internes ou des trucs comme ça. Baruch Hashem, rien. C'était un miracle. Et toi, tu as fait le lien directement avec ce qui s'était passé C'était obligatoire que ce soit c'est ce que. On fera une autre émission, je te raconterai avec le miracle plaisir. de Rabbi David. Avec plaisir. Alors, donc là, tu vas commencer à appliquer ce que tu étudies, donc tu vas commencer à changer ta façon de vivre, etc. Et j'aimerais savoir comment ça a été perçu par tes proches, que ce soit des proches familiaux, et aussi au niveau côté artistique. On te voit changer, peut-être commencer à porter une kippa Mes proches, manger cachère. C'était presque normal parce qu'ils savaient quand même que le fond de ma neshama était quelque chose de très, très, très. J'étais très proche d'Hachem, même si je ne connaissais pas la Torah. Et donc, cette progression, elle était comprise par mes parents. Par contre, le métier, c'était très, très difficile parce que les premières fois, je leur Pourquoi c'est demande de difficile? manger. Parce que quand je voyais mes copains, ils me disent viens, on va sortir, on va manger quelque part. Je dis non, moi je peux pas manger, je mange que dans des restaurants cachers. Donc il faisait plaisir une fois, 2 fois, et puis après il me dit t'es lourd, la viande c'est la même, bon tu peux pas expliquer pour que c'est pas la même. Donc automatiquement il va y avoir des distances qui vont Donc il y a commencer. une distanciation qui se fait, et puis après tu les lâches, et puis ils te lâchent, et tu te retrouves isolé quoi. Voilà. Et est-ce que tu as pensé à ce moment-là, donc quand tu fais du voix, est-ce que tu as pensé à arrêter la musique ou au contraire, tu t'es dit non, ça prend une nouvelle dimension, je vais utiliser ça d'une autre manière? Non, à l'époque, quand j'ai commencé la liesse, c'est en 2003. Donc le chorus a continué jusqu'à 2006. Donc j'ai continué à chanter. Mais bon, c'est vrai que j'étudiais de plus en plus. Et un jour en 2006, je me suis aperçu que quand j'étais sur scène, tu vois, j'étais en train de chanter. Et je pensais à la Sougia de la Macérette que j'étais en train d'étudier, et un truc qui me posait un problème, et je pensais à ça. Pendant Je que tu suis joues. sorti, ouais, pendant que je jouais. Et j'ai dit, c'est plus possible, donc c'est le moment. Donc j'ai arrêté, j'ai vendu le restaurant, et j'ai arrêté de faire le Paris-Tel Aviv, Tel Aviv-Paris. Alors évidemment, on te sait impliqué, Baruch Hashem aujourd'hui, dans le Limoud Torah, donc dans l'étude de la Torah. Combien de temps par jour ça te prend d'étudier aujourd'hui? Tu sais, je vais te dire, j'ai eu du mal à accepter ta proposition de venir faire l'émission parce que il s'agissait de parler de moi. Et parler de soi, c'est vraiment mettre en exergue là, un peu son ego. Et c'est là que se pose le problème parce que toute cette étude que je fais, elle montre, quand tu l'intègres, tu t'aperçois que même si Hachem, il nous a choisis comme peuple pour être Réchit, la chose importante dans sa création, au niveau individuel, Abraham il a dit je suis que poussière, etc. Donc l'ego, fatalement, tu travailles sur ton ego, tu travailles sur tes midotes, tu es obligé parce que cette étude, elle t'oblige à ça. Donc j'ai dit je vais faire l'émission et je vais être obligé de parler de moi. Donc c'est très 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 embêtant d'être de ne pas être en phase avec. Ouais. Donc j'ai dit mais je la fais quand même parce que c'est peut-être un parcours qui peut parler aux gens et je ne sais pas, peut-être ça peut C'est donner exactement l'objectif de cette donner émission. Et que Ah bon. peu importe l'invité qui est reçu, c'est d'impacter sur les gens. Je t'ai dit en privé à quel point ton histoire m'a impacté à moi à un moment dans ma vie. Et je trouve que qu'elle pourra profiter à beaucoup de personnes. Donc si on parle de ça aujourd'hui, évidemment, c'est pas pour flatter un ego. Voilà, c'est tellement loin de ça. C'est pas important, mais c'est vrai que l'expérience que tu as, elle peut faire allumer une petite étincelle chez quelqu'un. Exactement. Et puis cette étincelle, après, tu peux. Alors, on va essayer d'en parler d'une manière la moins difficile pour toi, parce que je sais que ça te fait pas trop plaisir de parler comme ça de toi. Et combien de temps, concrètement, tu étudies aujourd'hui par jour? Ben c'est-à-dire que pour moi, la manière d'intégrer la Torah, ça a été
un parcours très personnel. J'ai dit, je ne vais pas devenir un fou de Dieu et puis laisser au bout de 2 mois les péotes et devenir et puis après, De mettre un costume. et mettre un costume, et puis au bout de 6 mois, on n'en parle plus, et puis tu te retrouves dans les boîtes de Tel Aviv, tu vois. Donc j'ai dit, moi je vais le faire en essayant d'intégrer chaque chose bien et profondément. Et là, quand tu intègres le fait de mettre les téphilines, de savoir pourquoi tu mets les téphilines, pourquoi tu les et quelle est l'importance des téphilines et comment ça peut rejaillir sur ta manière de penser, d'agir. Après, tu ne te poses plus le problème de mettre les téphilines, c'est une évidence pour toi de les mettre. Et c'est pareil pour le Shabbat, c'est pareil pour toutes les mitzvot de la Torah. Donc moi j'ai toujours préféré petit à petit, mais assimiler chaque chose. Et assimiler chaque chose. Donc j'ai commencé à étudier une demi-heure, tu vois. Une fois que j'avais bien intégré la demi-heure, je fais 1 heure. Et puis maintenant, je suis cool au Torah, quoi. Je veux dire, depuis 7h du matin. Torah, ça veut dire toute la journée. Baruch Hashem, depuis 7h du matin, je vais à la Sina. Et je termine à 6h, 18h, quoi. Je veux dire, non-stop. Alors justement, tu t'es fixé un objectif. Déjà, est-ce que tu l'as atteint? L'objectif, c'est de finir le Talmud. Est-ce que tu l'as atteint? Parce qu'on s'était rencontrés il y a 4 ans ou 5 ans. Tu avais cet objectif en disant, moi, je veux finir le Talmud. T'en es aujourd'hui? Dans la mesure où on sait que finir le chasse, c'est 7 ans, hein, et que ça fait plus de 7 ans que j'ai commencé à étudier le Daf Yomi. Ouais, j'ai fini le chasse une fois, et puis je suis à la moitié du deuxième. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Mais bon, je veux dire, c'est à mon niveau. Je veux dire, je suis pas, je peux pas me prendre pour, parce que plus tu étudies, plus tu t'aperçois que tu sais rien, quoi. Donc, puis à mon âge, bon, les neurones, ils fonctionnent pas forcément comme un gosse de 18 ans à la yeshiva. Donc, mais bon, à mon niveau, j'éprouve ce plaisir de la communication avec Hachem. Alors, même si c'est pas une communication faramunaise parce que j'ai pas les outils pour ça, parce que j'ai pas commencé la yeshiva à 14 ans, tu vois. Mais à mon niveau, tu vois, le seul fait de prendre la main d'Hachem, tu vois, même si tu lui parles pas, tu lui tiens la main. Et c'est une image que j'ai beaucoup aimée parce que je suis très très proche de Baba Balour, le fils de Baba Salé. Il m'a été arrivé aussi une histoire avec la Iloula de Baba Salé. Et un truc fou, je t'en parlerai quand on en parlera des anecdotes, parce que c'est trop long sur une émission comme ça. Mais je suis très 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 proche de lui. Mais j'ai pas trop de choses à dire parce que j'ai pas vécu j'ai pas connu Baba Salé. J'ai connu que Baba Salé qu'il venait de partir depuis 2 ans. Donc c'est à la deuxième Iloula que j'ai connu Baba Balour. Mais j'adore aller à Netivot, pèleriner, etc. Je reste un petit peu avec Baba Balour et je lui donne la main. Je lui attrape la main et on reste comme ça pendant 5-10 minutes. C'est beau. Et moi, ça m'enrichit énormément, tu vois. J'ai l'impression que c'est un peu la même chose avec mon étude. Tu vois, je donne la main à Hachem. C'est beau ce que tu dis. Ouais. Et aujourd'hui, tu continues à chanter, mais on a du mal à imaginer entre les concerts et les études de Gemara. Est-ce que ce n'est pas 2 mondes qui sont opposés? T'en parlais il y a quelques minutes. Est-ce qu'on peut continuer à exercer, à chanter? Si tu le fais vraiment professionnellement, comme c'est-à-dire pour sortir des disques, et pour sortir des disques, il faut faire de la promotion, etc. Donc, faire des émissions de télévision, tu es obligé de ne plus pouvoir faire Shabbat, par exemple. C'est pas compatible. C'est impossible. En parlant en France, évidemment. Je parle de la France. Ouais. Donc, un artiste juif qui veut faire une carrière en France, c'est très compliqué s'il veut maintenir son judaïsme. Mais là je parle simplement des tours des spectacles. J'en ai fait quelques-uns. Je pense je reste dans la Torah parce que donner du bonheur aux gens et communiquer avec les gens, leur passer de l'amour, recevoir de l'amour de leur part, c'est de la Torah. Tu as dit une fois à la télé, ce que je voulais, c'était réussir ma vie, pas réussir dans le show business. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, tu as réussi ta vie?
Je me rapproche plus de la vérité que lorsque j'ai commencé à chanter. C'est clair. C'est ce qui me fait beaucoup à la fois. Au début, j'étais révolté de voir le mensonge qui, depuis des années et des années, ne fait que s'intensifier. Le mensonge, ces forces du mal, etc. Je crois qu'on atteint les profondeurs du... Alors on va en parler souvent de l'actualité. Ouais, mais donc être en contact avec le Hémet, avec la vérité, bien sûr que tu as l'impression de vivre, d'être sur la bonne bretelle de l'autoroute. Tu vois. Alors justement, donc, dans tes chansons, tu racontais l'amour, les sentiments. Aujourd'hui, c'est quoi l'amour pour toi? Une définition? L'amour, c'est partager. Partager. Bah oui, Tout simplement. tout simple. Qu'est-ce que Mordechai El-Koubi d'aujourd'hui dirait à Guy Mardel de 1965, s'il pouvait lui dire quelque chose? Mais pourquoi t'as pas commencé plus tôt? Commencer plutôt à étudier. C'est un regret, on ne peut pas avoir un regret, on a grandi dans la... Le problème, c'est de savoir... d'avoir conscience qu'il y a un projet. Il y a un projet. On ne naît pas comme ça, et puis et on est ballotté par les hasards de la vie, et puis par l'ambiance extérieure du monde occidental, qui est de faire du fric, faire des études, faire du fric, avoir la belle maison, la belle bagnole, voilà, et les belles fringues. Et tu t'aperçois que tout ça, finalement, c'est des ch'touillottes. C'est des bêtises. C'est des bêtises. C'est des bêtises. Et quand j'ai eu le déclic, c'est quand un jour, j'étais aux États-Unis, j'étais dans une soirée où il y avait beaucoup d'artistes de cinéma, des artistes de variété, etc. Et le sentiment que j'ai eu, c'est de voir la profonde tristesse de ces gens-là. Malgré le côté... on peut dire que tu as rencontré beaucoup de personnes. On parle même du président américain, on parle d'artistes. Quand tu parles des États-Unis, c'était... Oui. Il y avait des artistes que j'aimais beaucoup et je les trouvais avec leur whisky comme ça, désœuvrés, complètement désœuvrés. Je suis rentré un peu dans leur tête. J'ai vu que toute cette façade-là, c'était que... Tu vois la face cachée, en fait. Que c'est du décor. Je lui dis, c'est pas ça la vie, c'est pas ça la vie. La vie, c'est faire le projet d'Hachem. Qu'est-ce que c'est le projet d'Hachem? C'est de le louer, de reconnaître du merci. Merci pour chaque chose. On sait plus dire merci. Tu te réveilles le matin, nous, on sait qu'on a Modéani, mais tout ça. Mais on doit remercier Hachem déjà de pouvoir respirer. La preuve, c'est que quand tu es malade et que tu ne peux pas respirer, tu es très très mal, tu vois. Tu as l'impression que c'est normal d'avoir des doigts, des machins, mais tu as un tout petit truc dans un doigt, tu as l'impression que c'est une montagne qui t'arrive, sur toi. Donc, savoir les choses essentielles, tu vois, et savoir pourquoi on est sur cette terre. C'est pour servir, pour louer Hachem, et pour avoir des relations de vérité avec les gens, tu vois. Tout à l'heure, tu as parlé de la diffusion de la Torah, de Torah Box, des autres, etc. Et tu as dit un jour que si tu étais né dans cette génération, dans celle d'aujourd'hui, avec toute cette diffusion de Torah, tu n'aurais pas été le même. On ne peut pas savoir, mais c'est vrai que c'est une grande chance. C'est une grande chance pour un gosse qui ressent un peu sa neshama, tu vois, et où les parents qui les éduquent pour justement avoir cette... Et dès le GAN, d'avoir un environnement de Torah, c'est sûr qu'il n'y a pas l'ombre d'une commune mesure. J'aimerais juste revenir sur un passage. Tout à l'heure, tu parlais, tu étais en train de jouer au piano, et il y a un traité du Talmud qui te travaillait, et tu y as pensé. Alors, la question, elle est, est-ce qu'il y a un passage de Gemara, donc du Talmud, qui t'a particulièrement touché, et qui te fait quelque chose de spécial? Est-ce que tu pourrais nous citer un passage qui t'a vraiment marqué? Il y en a plusieurs, j'imagine, mais... Non, il y a des agadotes dans les macérettes qui sont intéressantes. Mais ce qui me marque le plus dans mon étude, c'est qui donne une jouissance, tu vois, pas physique, mais spirituelle, enfin même physique. C'est que tu t'aperçois de la force, de l'intelligence, de l'acuité de ces Tanaïm, de ces Amoraïm.
tu dis, c'est pas possible que des êtres humains soient à ce niveau de rien lâcher dans le pile-poule, etc. Donc, il n'y a pas quelque chose vraiment peut-être, si je réfléchis, parce que c'est vrai que je t'ai pris un peu au dépourvu, mais... ça ne me vient pas à l'esprit, mais disons qu'en règle générale, chaque jour, j'éprouve cette sensation, tu vois, de jouissance, de me dire, mais c'est fabuleux parce que tu t'aperçois à un certain moment que la discussion s'achève. Ben non, elle rebondit. Tu te dis, mais j'y ai pas pensé. Tu vois, et tu dis, bon, ben, ça y est. Et puis ça rebondit. Et tu dis, mais jusqu'à quand? Et puis ben, jusqu'à ce qu'il trouve là, sinon, c'est écho. Écho. Tu utilises beaucoup le mot has-been. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on voit que tu as toujours un coup d'avance. Et en parlant de diffusion de Torah, aujourd'hui, on est dans les bureaux de Torah Box. Mais pour ceux qui ne le savent pas, le premier bureau de Torah Box, c'était chez toi, dans ton garage. Et le jour où tu as décidé de donner ton garage à Torah Box, pour leur faire leur premier bureau, c'est quoi qui t'a motivé? Est-ce que tu as senti quelque chose? Raconte-nous un petit peu ce passage-là. C'est la première fois que je voyais Benyamin. Et il m'a expliqué son projet. Et je lui ai dit, mais ça va cartonner. Ça va cartonner parce que le monde a besoin de ça. Il me dit que Dieu t'entende, que Dieu t'entende. Alors vous avez passé une ou 2 années, je sais pas, je ne me rappelle plus, dans mon petit garage. Enfin bon, c'était pas un garage, il y avait des chambres, des pièces, donc il avait pu faire des bureaux. Et puis voilà, et puis ça a cartonné. Et puis c'est pas fini. Hein. C'est pas fini parce que tu as aussi étudié. Vous avez du boulot. Hein. C'est sûr. Mais tu as aussi étudié au collège de Torah Box, si je ne me trompe pas, même tu as fait quelques traités là-bas. C'est-à-dire que chaque fois que je faisais un sioum, je prenais tout le collège de Benjamin avec le Rav Falk, et puis on faisait le sioum. Parce que j'avais ma maison qui était en face, donc les bureaux de Torah Box étaient en face du collège. Magnifique. Ta vie a toujours été remplie de musique, mais quand on fait Teshuvah, c'est une question que je me pose, quand on fait Teshuvah, et qu'on étudie donc plusieurs heures par jour comme toi, est-ce qu'on continue à écouter les chansons d'avant? Est-ce qu'on est nostalgique ou est-ce qu'on dit non, on réadapte nos choix musicaux? Ça, c'est une question un peu piège peut-être, mais c'est une vraie question que je me pose. C'est très problématique. C'est très très problématique parce que c'est compliqué. C'est compliqué. Déjà, j'ai commencé sur scène parce que j'avais des choristes femmes. Et tu peux plus avoir des choristes femmes parce que tu es obligé d'être dans l'esprit de ce que tu as. Comme tu dis, ce que tu dis, il faut l'appliquer. Qu'il faut l'appliquer. Et c'est assourd d'écouter des chanteuses. Et moi, il y a des chanteuses comme Mariah Carey, Whitney Houston, et ça, c'était ma tasse de thé, tu vois. Et c'est des voix. Mais je reste un petit peu avec un point d'interrogation, parce que c'est vrai que j'écoute plus, mais ça me manque énormément, parce que je pense que c'est des voix qui viennent d'ailleurs, quoi. Je veux dire, on sait que la chanson, déjà la musique, la mélodie, ça vient c'est spirituel. C'est spirituel, mais des voix comme ça, c'est bon. Mais la Torah dit qu'il faut pas écouter, donc t'écoutes pas. Alors, ma femme un jour me dit, il y a une nouvelle chanteuse, machin, extraordinaire. Je dis, arrête, je ne veux pas écouter. Donc, j'écoute pas. On a fini une comédie musicale avec Sylvia Haddad. Ouais. Et le problème, c'est qu'une comédie musicale, en général, il y a des danseurs, des danseuses, des chanteurs, des chanteuses, etc. On a pris le parti d'avoir que des hommes donc, il a fallu qu'elle change un petit peu tout le truc. Et bon, on est arrivé, on verra après. Si tu veux. Et justement, est-ce que tu as dû refuser des contrats ou des événements à cause de la religion, que ce soit le Shabbat ou porter une kippa? Non, moi j'ai jamais eu. La seule chose que je peux dire, c'est que lorsque tu es convaincu de ton judaïsme, sans ostentation, sans provocation, tu vois, mais que c'est quelque chose que les gens te respectent, les non-juifs. Les non-juifs te respectent. Moi, j'ai fait souvent des émissions de Patrick Sébastien. Et pendant toutes les répétitions, j'étais avec la kippa. Et donc, il y avait tous les musiciens, les caméramans, le réalisateur, etc. Ça posait aucun problème à personne. Maintenant, au moment du direct, de l'enregistrement, j'enlevais la kippa parce que sinon, ça devient quelque chose de provoquant. Tu vois, et tu n'es pas là pour provoquer, tu es là pour être.
pas pour provoquer. Et toujours, ça s'est très bien passé. Quand j'allais voir mon banquier à Paris, j'étais avec ma kippa, et puis ça ne posait pas de problème. C'est quand tu as honte d'être, quand tu commences à enlever ta mezouza de ta porte, c'est là que le problème va arriver. Parce que le non-juif, ou l'arabe, hein, ou le musulman, ils sont là pour dire, mais attends, mais tu te comportes pas comme un juif. Ceux qui veulent, c'est eux, qu'on se comporte vraiment comme des vrais juifs. Et si on se comporte à ce moment-là... Tu as déclaré une fois, quand on est en France, on ne se sent pas français, et quand on est en Israël, on ne se sent pas israélien. Est-ce que c'était l'aliyah qui était difficile pour toi ou Non, mais je ne comprenais pas pourquoi quand on faisait l'aliyah, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, les gens te disent Razak. Parce que je dis, et finalement, c'est immensément compliqué de faire l'aliyah. Si tu n'as pas la conviction que ta place est en Israël, c'est très dur. C'est très dur pour l'éducation des enfants, c'est très dur pour ton intégration personnelle, tu vois, quand tu travailles. Quand tu es retraité, alors le problème c'est que moi je ne me sens pas retraité parce que j'ai jamais autant travaillé de ma vie qu'aujourd'hui. Mais si c'est pour jouer aux cartes toute la journée au bord de la plage, c'est pas une alia, tu vois. Donc pour moi j'ai toujours mis la barre très haut. Tu viens en Israël, Jérusalem, tu vois. Je pourrais pas vivre ailleurs qu'à Jérusalem, impossible. Alors, on va parler un peu d'actualité parce que on te suit sur les réseaux. Très bouillant sur les sujets d'actualité. Peut-être trop bouillant. C'est quoi ton ressenti sur la montée de l'antisémitisme en France? On en parle de plus en plus. On n'en a jamais autant parlé, je crois. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui te touche directement? Comment on pourrait ne pas être touché directement par ce qui se passe actuellement? C'est très grave. C'est très, très grave. Et ce qui me fait beaucoup de mal aussi, c'est que, d'abord, c'est un mouvement international, c'est un mouvement mondial. Le wokisme, il touche tout le monde. Donc il y a le wokisme d'un côté, il y a l'islamisme radical qui s'est emparé de la planète, puisqu'il s'étend. C'est la Béacha d'Abraham, à Ishmaël. Donc il en profite pour l'instant. Et donc les deux choses cumulées, plus l'incompréhension viscérale et ancestrale des gens qui veulent taper sur le juif quand le juif donne l'impression d'être fort, alors que on n'a fait que réagir à une chose horrible le 7 octobre. Et aujourd'hui, on a complètement oublié que le 7 octobre est arrivé, que c'est nous qui sommes les agresseurs, c'est nous qui sommes les méchants. Voilà. Alors ce qui est pire, c'est qu'à l'intérieur même du peuple, en Israël, il y ait ce wokisme et ce sentiment un peu fou, quoi, d'être la victimation du juif, tu sais, de baisser la tête et de dire mais non, c'est pauvre. Et quand tu penses que dans les kibbutzim du 7 octobre, c'était des gens qui aimaient les Palestiniens, qui avaient fait des causes pour eux, tu vois. Et ils recevaient même les gens, les Palestiniens de Gaza, ce qu'ils leur ont fait. Mais non, ils continuent à... Ça leur change pas leur façon de... Ça n'a pas changé leur manière de voir les choses. En tant qu'artiste, c'est quoi le message d'espoir et de soutien que tu aimerais partager avec la communauté juive, que ce soit en France ou même en Israël? Moi, je veux dire, c'est très clair pour moi. C'est dans le prisme de la Torah. Tout ce qui se passe en ce moment, ça ne montre que la vérité de ce qui est écrit depuis 2000 ans dans les textes. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit maintenant que quand tu lis les textes de l'avènement du Mashiach, tu as l'impression, et toutes les causes et toutes les raisons qui vont faire que le Mashiach va arriver, on est dedans. Donc moi je pense que la seule possibilité, la seule solution, c'est le Mashiach. Mais ça peut être un homme, et puis peut-être avant l'homme, ça peut être une époque messianique, dont peut-être Trump fait partie, tu vois, et pour que les choses se changent, parce que sinon
on est déjà dans le mur, c'est-à-dire que le mur va se refermer sur nous, tu vois, s'il n'y a pas ça. Donc, moi, je crois vraiment dans l'arrivée du Mashiach très très vite. Amen. Ah, ouais, vraiment. Et parce que on ne peut pas vivre à ce niveau de mensonge. C'est-à-dire que tu as cette tasse-là et tu vas dire, cette tasse est blanche. Ouais. Et tout le monde va dire, mais bien sûr, cette tasse est blanche. Mais toi, tu sais qu'elle n'est pas blanche. Et tu deviens fou. Tu dis, comment je vais faire comprendre que cette tasse est noire? Alors que tout le monde dit le contraire. C'est très très dur. Et c'est exactement la période qu'on vit actuellement. Donc on s'accroche et on prie, et puis il va venir. Et Amen. voilà, mais puis je pense qu'il y a des raisons d'être très très optimiste, malgré le pessimisme ambiant. Alors, j'aimerais savoir, si je te montre des livres, est-ce que ça te dit quelque chose? Si je te dis que ces livres ont été écrits par un Rav qui s'appelle Rav Meir Yochanan Elkoubi. Est-ce que ça te parle? Oui, ça me Évidemment, j'en montre que 4 ici, mais il y a toute une série de livres. Est-ce que tu peux nous dire qui a écrit ces livres et ce que tu en penses? Qu'est-ce que j'en pense? D'abord, c'est mon fils dont tu parles, mais je veux dire, l'association qui finance ces livres, c'est une association qui s'appelle Or Mordechai Vechana. Donc voilà, donc on est partie prenante dans ce projet. Mais je fais ce projet parce que c'est énorme. Et il a fait ce que la Guémara, ce casse-croll, a fait avec la Guémara par rapport aux anciennes Guémaras. C'est-à-dire que c'est une manière d'étudier plus confortable. Ouais. Plus confortable. Là, il l'a fait avec tous les écrits du Ari Akadosh. Donc de la Kabbalah. Et de la Kabbalah. Et avec toute une équipe, tout un kollel finalement, qui travaille peut-être en télétravail, mais c'est un vrai kollel qui a travaillé sur ces 25 livres du Ari Akadosh, où il y a des mefarshim qui n'étaient même pas inclus dans les précédentes, et souvent des manuscrits qui n'avaient jamais été sortis. Il y a eu un travail de ouf depuis 10 ans. Et là, on termine avec le Etzraïm, la fin de ce projet du Hari. Donc voilà, ce projet est bouclé. Et c'est beaucoup, beaucoup de travail. Et c'est surtout un très très haut niveau de mon fils. Ouais, surtout un très très haut niveau d'études. Je sais que tu ne voudras pas en parler trop longtemps parce que ça va ramener ça à toi, mais je suis obligé de demander la question au papa. Quelle fierté on ressent quand on a, voilà... Franchement, alors pour en revenir à ces livres d'abord, c'est que si ce projet m'avait été proposé par Meir, qui n'est pas mon fils, je l'aurais soutenu de la même manière parce que c'est quelque chose de très important. Parce que je pense que le Hari, l'importance de ce que fait mon fils Meir, c'est que la chita du Ari Akadosh, du Baal Shem Tov, de Rabbi Nachman, qui était au départ complètement décrié par tout le côté lituanien du Gaon de Vilna, etc. Lui, sa chita, c'est de faire une synthèse. Il y a pas, la Torah, elle est unique. Donc, c'est d'imbriquer ces choses-là. Et cette Torah-là, c'est vraiment la Torah du Mashiach, parce que c'est la nouvelle Torah. Qui va, parce que le Baal Shem Tov dit quand mes secrets seront diffusés, le Mashiach arrivera. Donc il faut. C'est un des signes messianiques. Et ce travail est un travail messianique. Donc si c'était pas mon fils qui le faisait, je l'aurais fait. Maintenant que c'est ton fils qui le fait, quelle fierté tu ressens en tant que papa? Bien sûr, je remercie Hachem tous les jours, mais c'était une incompréhension parce que pourquoi moi j'ai été choisi pour représenter l'Eurovision en France, je veux dire, alors que de toi à moi je chantais très très mal quand j'avais 19 ans. Donc je veux dire, il y avait une chance sur des millions, des milliards peut-être, et peut-être qu'il y avait une chance que c'était milliards que Meir. Que mon fils Meir soit mon fils. Est-ce qu'on ressent ça comme une récompense, quelque part, par rapport à tout le travail, le chemin que tu as pu parcourir? Peut-être que tu ne diras pas sur toi, peut-être, mais je ne peux pas penser ça.
Non, je pense qu'il y a quelque chose de magique à notre niveau, mais quelque chose qui est complètement naturel pour Hachem, parce qu'Hachem, il fait ce qu'il veut. Je crois que Hachem a mis dans mon fils Meir une sorte d'entonnoir, tu vois, et il lui a déversé toute la Torah parce qu'il connaît tout. Je veux dire, que tu prennes le Talmud de Babli, de la Bible de Yerushalayim, et puis tous les autres. Enfin, moi, je ne suis pas qualifié pour parler de tout ça, mais il connaît tout. Il connaît tout, il connaît tout par cœur. Tous les 25 livres du Hari, il les connaît par cœur. Incroyable. Je veux dire, c'est un peu du hors norme, on va dire. Il est complètement hors norme. Si ce n'était pas mon fils, je serais le premier à vouloir aider pour qu'il fasse une yeshiva, pour qu'il fasse, pour diffuser cette Torah, parce que et en tant que mon fils, je le vois souvent, pas aussi souvent que je voudrais, mais j'ai jamais rencontré, jamais, et Dieu sait si je connais des grands rabbinim, c'est vraiment une Torah lishma, mais à 1000%, tu vois, c'est impressionnant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas 1 millimètre de compromission, tu vois. C'est une Torah qui reste dans son cadre et qui ne bouge pas, tu vois, ni à droite ni à gauche, tu vois. Et ça se ressent tout de suite, ça se voit, ça paye. Je sais pas. Merci beaucoup. Alors Mordechai, on arrive sur la fin de l'émission. J'aimerais qu'on revienne un peu. Ouais, déjà, c'est passé super vite. Et j'aimerais qu'on reparle un peu musique, évidemment. Qu'est-ce que tu penses de la musique d'aujourd'hui? Toi qui es un expert, voilà, depuis tant d'années. C'est très simple. La musique, ça correspond toujours à la société dans laquelle on vit. Nous, on a eu la chance d'être dans les années 60, dans une période où il n'y avait pas de guerre, où il y avait tout à reconstruire après la guerre, justement, et où il y avait le baby-boom, donc une jeunesse très, très florissante. Et on a tout inventé. Et on nous a laissé, on n'a pas laissé le choix aux anciennes générations, mais on a pris le truc, peut-être trop, et on a tout découvert, on a tout créé, sur le plan littérature, sur le plan cinématographique, sur le plan de la chanson. Et les chansons, quand tu les réécoutes, et c'est pour ça que ça a fait le succès du chorus aussi, c'est que c'était une bouffée d'air d'une période où il n'y avait aucun problème. C'est-à-dire que tu pouvais envisager les choses sur 10 ans, tu vois, tu peux faire des projets sur 10 ans. Et là, aujourd'hui, tu ne peux pas faire un projet sur 2 mois. Tu peux pas c'est qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus sombre. Et donc, la musique, c'est l'angoisse de la société. Quand tu vois la mode, la mode et les hommes en talons aiguilles et tout ça, allez-nous, tu vois, je veux dire, où on est arrivé, tu vois, c'est une décadence totale. Et donc la musique va de pair avec ça. Donc il y a encore des beaux jours pour les années 60, peut-être. Ouais. Tout à l'heure, je te parlais du mot has-been que tu utilises souvent. Tu as déclaré une fois, une personne qui n'étudie pas aujourd'hui, elle est has-been. Ah oui, parce que maintenant, on a vraiment le choix si tu as envie d'être Breslev, tu as des milliers de cours Breslev. Si tu as envie d'être Rabbi Nachman ou Haredi ou Lubavitch, tu vois, tu as le choix d'être ce que toi tu ressens, tu vois. Et il y a Baruch Hashem, il y a des rabbinim, il y a plusieurs styles différents, il y a plus vrai. Donc, si celui qui est dans le move occidental aujourd'hui, c'est un has-been, parce qu'il n'a rien compris à l'évolution des choses. Dernière question, tu as vécu énormément de choses dans ta vie. Si je te demandais quelles étaient les 5 meilleures minutes de ta vie, quel moment tu choisirais? Moi, je pense que le passé, c'est bien quand il sert de base, de yesod, à construire des choses. Hein. Le futur, on n'en est pas maître parce que tout peut s'écrouler d'un jour à l'autre. On ne sait pas, on n'est pas maître de ça. La seule chose qui est importante, c'est le présent. D'ailleurs, le présent, en français, c'est magnifique parce que le présent, c'est une matana, un présent. On dit un présent en France. C'est une matana. Donc, il faut jouir du présent que Hachem nous donne. Le présent, c'est cette matana que Hachem nous donne. Donc, les meilleurs moments, c'est celui que je viens de passer avec toi.
Ça, c'est très gentil, ça. Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour l'avenir? On parle de cet avenir. On peut souhaiter le meilleur, évidemment, de continuer tout ce que tu as entrepris. Il y a beaucoup de choses que j'aimerais. D'abord, c'est de garder la santé pour pouvoir continuer à étudier. Ça, c'est important parce que sans la santé, c'est difficile. Je voudrais voir mon fils Meir dans sa plénitude, dans la diffusion de sa Torah, parce que je sais que c'est une Torah très très spéciale, et je te répète, je pense que c'est la Torah du Mashiach, donc j'ai envie qu'il ait sa yeshiva, de voir sa yeshiva, et puis la santé et puis la paix. Mais la vraie paix où les gens se reconnaissent comme différents et se respectent dans les différences, et que le juif ait la conviction qu'il faut montrer qu'il est juif, quoi. Voilà, Eh bien, amen, que tu t'écoutes. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci et à on toi. te souhaite le meilleur. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. On vous dit à très bientôt sur Torah Box. Au revoir.